Bonjour, bienvenue dans les témoignages de Créalliance, des témoignages d'artistes inspirés et qui ont un message à vous transmettre. Aujourd'hui, c'est Aurélie, autrice et artiste pluridisciplinaire, qui répond à mes questions. Bonjour à toi et merci pour ta participation. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ces derniers temps ? Le mouvement choral guidé par l'émotion. Ce qui est assez paradoxal, c'est que la rationalité devient un paramètre rare dans la réflexion publique, alors qu'on en a besoin. C'est un appui précieux. Et en même temps, c'est cet élan émotionnel qui permet de garantir une survie de l'espèce par extension et de bousculer les préconceptions. En outre, ces débordements émotionnels témoignent d'une rupture de la confiance accordée aux référents, aux figures d'autorité. Je ne pense pas pour autant qu'on puisse parler d'abandon de rationalité, parce que le cerveau de base n'est pas fait du tout pour être rationnel. Ça, c'est un fait prouvé. En revanche, je pense qu'on peut observer un phénomène puissant, boursouflé par une véritable catalyse multifactorielle qui tient de la dictature émotionnelle, qui l'entretient même. Alors ces facteurs, on les connaît déjà. Réseaux sociaux, revendication de l'espace public, idéologies diverses et leur visibilité, absence de neutralité, voire d'expertise médiatique, et choix des interlocuteurs, interlocutrices. Souvent, ces points s'entrecroisent, très clairement. Donc il appert que la réponse aux questions sociales actuelles n'est pas du tout la priorité, ou au moins perd son statut prioritaire au fur et à mesure. Alors je pense que la gestion globale de la crise sanitaire en aura été un exemple absolument flagrant. L'important, ça a été et c'est le storytelling. C'est la narration. C'est attention, la manière dont l'histoire va être dite, peu importe son issue, et la manière dont on va fidéliser le spectatorat. Pour ça, on crée des figures tutélaires, des icônes, etc. Et ça, les autorités, les acteurs, actrices, médiateurs, médiatrices des questions sociales les plus vues, les plus relayées, l'ont bien compris. Ce qui m'ennuie, ce sont les inégalités sociales qui se creusent avec de telles pratiques. Et cela de manière tout à fait discrète et intégrée. Je pense notamment aux populations qui ont dû rester actives en présentiel durant le confinement et qui faisaient déjà partie des classes sociales défavorisées. Alors qu'on faisait un focus sur la fameuse figure tutélaire à qui on demandait de tout résoudre, quoi. Qu'est-ce qui te fait du bien ? Mon rapport au sensoriel est assez intense. Ce qui fait qu'il est passé de curiosité à référentiel quotidien. C'est un appui. Mon rapport au sensoriel est un appui. C'est ce qui crée mon monde intérieur, de la manière la plus riche et personnelle qui soit pour moi, en tout cas. J'ai un besoin, par exemple, obsessionnel de sentir certaines odeurs de manière répétitive, surtout si je suis angoissée. Ça va me permettre de trouver une sorte d'apaisement. Par exemple, en ce moment, l'odeur référente, j'ai envie de dire, c'est l'immortelle de Corse sèche. Ça sent la paille au miel. Je vais travailler la même couleur en aquarelle. Ça fait 1 an et demi que je travaille quasiment que du vert de périlène ou du gris de penne bleutée. Photographie aussi, la photographie argentique. J'adore sentir les pellicules anciennes. La poussière, cette odeur de brocante, de poussière, de garage, des fois de chimie passée. Je vais aimer développer avec des chimies alternatives, préparer à la maison avec des produits de la vie courante, du café notamment. Toucher des textures, les murs, surtout s'ils sont poreux, s'ils sont granuleux et s'ils sont froids. Je vais aimer le verre, toucher la peau, les nervures de bois, les poils, les papiers, les poils des pinceaux. Je vais aimer frotter les pinceaux sur mes paupières pendant des minutes entières. J'aime écouter des sons en continu. Donc j'ai une passion profonde pour le bruit de mon frigo, par exemple. Rien n'est plus frustrant que mon frigo qui s'arrête. Et du coup, je vais écouter aussi des drones. Il y a des compositeurs fantastiques en drone. Un peu de noise aussi. Je vais mettre des sons vocaux, en me détachant des attentes esthétiques que j'ai de certaines musiques populaires que je peux écouter. Et je crois que ce rapport singulier à la sensorialité me permet de me sentir isolée, vraiment. Je me crée une sphère de verre, quelque part. Et c'est un isolement qui me protège de la violence extérieure, des violences intérieures, et qui me permet d'être beaucoup plus à l'écoute, finalement, de ce monde extérieur, et qui me permet d'être plus créative. Je vais aimer lire aussi, étudier, beaucoup, peu importe le sujet. Si un sujet passe et me plaît et me semble attractif, je vais avoir besoin de l'étudier. Ça peut être de la psychologie sociale comme de la neuropsy, comme, je sais pas, de l'art contemporain. Quelle est l'œuvre vers laquelle tu te tournes quand tu ne te sens pas bien ? Je me tourne vers le livre en général. C'est un endroit trompeur, le livre. Sinon, j'ai tendance à soit regarder des épisodes du Monde incroyable de Gumball en boucle,
parce qu'on aura rarement fait mieux en matière de séries animées. Ça tient de l'excellence, vraiment. Et L'île ressonnante d'Eliane Radig, qui est ma compositrice favorite. T'es-tu découvert une nouvelle passion dernièrement? Ah, tu demandes ça à quelqu'un qui se découvre une nouvelle passion par semaine. Euh, hmm. Enregistrer les bruits de mon environnement de vie avec mon téléphone portable. Par exemple, j'ai enfermé mon téléphone dans le frigo pendant quelques minutes durant le confinement et créer des pièces sonores avec ça. Et faire des clips vidéo très très courts avec des images prises lors de ma résidence à Reykjavik l'année dernière. Des images en noir et blanc, assez sombres. Le tout marquant alors ma frustration d'être restée confinée seule pendant 2 mois et demi alors que je devais repartir en résidence à ce moment-là. Du coup, ça a donné vie au projet 27N81 et je travaille là sur l'enregistrement de ma chaudière et la construction d'un instrument tubulaire à base de faïence. Je voudrais profiter des interférences que ça crée avec mon matériel d'enregistrement pour créer une pièce sonore. Tout ça dans mes toilettes, évidemment. Comment la vie a-t-elle repris pour toi depuis le déconfinement? La reprise a été très compliquée émotionnellement. J'ai vécu ce confinement comme une suspension temporelle. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression que le monde marchait au rythme qui m'était nécessaire. Alors c'est une illusion totale, mais j'avais l'impression d'être moins pétrie par les injonctions, par les conventions sociales, par les devoirs, et je me sentais particulièrement apaisée. Ça a été très difficile pour moi de me dire qu'on allait déconfiner, alors que je sais substantiellement que c'était nécessaire et qu'il le faut, entre guillemets. Elle a repris doucement cette vie. Et je sais que nous sommes plusieurs à être sur des spectres divers, sur le spectre autistique notamment, ou à souffrir de troubles particuliers, à avoir encore des difficultés à se saisir du quotidien et à être dans le quotidien. Comment te sens-tu déconfinée là où tu vis? J'ai la chance de ne pas souffrir des conséquences de la solitude, parce que c'est quelque chose que j'entretiens beaucoup. J'ai la chance aussi, je crois, de faire de l'art, de me permettre de le faire, d'avoir envie de le faire et d'essayer d'aller au bout de ce que j'ai envie de faire quand je me sens de le faire. Aujourd'hui, comment je me sens déconfinée? Ça m'est encore très difficile de me dire que le théâtre social a repris et que j'en suis un élément et qu'il me faut quelque part y participer. C'est très difficile, c'est quelque chose qui est encore compliqué. J'essaie de faire au mieux, j'essaie de faire du mieux que je peux. Je ne me sens pas si mal. Mais j'ai toujours peur de cette frénésie. Y a-t-il autre chose que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui? Au début du confinement, j'ai écrit assez rapidement et sans aucune prétention un petit manuel à l'usage des personnes sur le spectre de l'autisme, avec ou sans troubles mentaux et ou isolés. Donc ça a été un réflexe immédiat. Je me suis dit que des personnes vulnérables pouvaient se retrouver dans des conditions complexes, des dynamiques familiales dysfonctionnelles, et il m'a semblé important d'amener un petit outil. En cas d'effondrement autistique, de perte de repères routiniers, de syndrome prémenstruel, etc., etc. Ce manuel a été validé par Florian Gâteau, qui est neuropsychologue TCC à Lyon. Aujourd'hui, la question de la santé mentale et celle de la neuroatypie, même s'il me semble que les termes sont encore maladroits dans les deux cas, m'apparaissent cruciales et manquent de considération objective. Il y a une représentation qui consiste à diviser le corps et l'esprit. C'est une vision très très archaïque qui a été le terreau de la philosophie pendant des siècles et que la phénoménologie avait réussi à diluer quelque peu. Étrangement, c'est encore un modèle dominant. Ce modèle renforce la stigmatisation des personnes concernées par les questions de la neurodiversité et celle des maladies mentales. Et j'aimerais que chacun puisse s'interroger sur sa légitimité à parler de ce qu'elle vit, sans devoir mettre un filtre parce que la question est encore taboue. Et je crois que ces interrogations méritent d'être considérées de manière plus inclusive dans la sphère sociale et qu'il est impératif d'avoir accès à une éducation sourcée, solide, dénuée de grandes lignes caricaturales et trompeuses. Merci encore pour ta participation. À très vite.